Bonjour, je me présente, je m'appelle Didier Vercher. J'étais pendant quelques années président d'une association à caractère radio, CIBI, Humanitaire Assistance, et j'ai également écrit deux livres. Le premier, de la CIBI à l'Humanitaire, qui raconte un petit peu l'épopée de l'association ESU Canal 9, à travers les assistances, la radio, le Canal 9 notamment, et l'Humanitaire à la CIBI. Le deuxième, qui est coécrit avec Ludivine Marie, qui a un groupe sur Facebook qui s'appelle Civi Passion, et également coécrit avec Jean Guibray, qui lui vient de sortir son livre La Citizen Band de l'initiation à la passion. Voilà, je vais donc vous présenter une petite conférence que j'ai fait pendant quelques temps au niveau de certaines écoles sur la région orléanaise. Merci et bonne écoute. Puis n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez faire quelques commentaires sur cette vidéo. Allez, à très bientôt. La nuit des temps, l'animal grégaire qu'est l'homme a toujours eu de l'ingéniosité pour communiquer, informer ou transmettre. L'homme s'est toujours amélioré, apportant une technique, un support, inventant un hiéroglyphe, un alphabet, un code. Il y a eu dans les cavernes l'homme de Cro-Magnon, le dessin sculpté dans la pierre, le feu pour informer de l'échouage de baleines qui annonce viandes et graisses, ou bien les risques d'une invasion, un danger. Les cris, les cornes, les tambours ont résonné sur tous les continents. Les papyrus, les parchemins ont circulé à pied, à cheval ou par pigeon voyageur. L'homme cherche à échanger le plus grand nombre d'informations avec l'homme. Cherchant à communiquer dans les délais les plus courts possibles, avec des distances toujours plus lointaines, tel est le besoin obsessionnel de l'homme. Au XVIIIe siècle, en 1791, le Français Claude Chappe invente le premier procédé pour communiquer l'information à distance visuelle. C'est le premier entrepreneur de télécommunications dans l'histoire de l'humanité. Son invention est un bras articulé positionné sur des hauteurs ou sur une tour appelée digi, sémaphore. La communication est effectuée par panneaux ajustables sur différentes positions codées. Le nom donné à cet instrument de transmission est composé de deux mots grecs, télé pour loin et graphe pour écriture. Le télégraphe optique est né. Son invention prend toute sa dimension nationale en 1794. Ce procédé vient de remplacer l'estafette qui était un messager à cheval. Entre 1793 et 1854, tous les grands axes de France sont dotés de tours Chappe. André Ampère est lui à l'origine de la découverte du courant électrique en mouvement. Cette découverte va donner son nom à l'intensité du courant, l'ampérage. En outre-Atlantique, l'utilisation de signaux de fumée est utilisée par les Indiens pour combattre le visage pâle. Ce système visuel fait aussi partie de l'histoire de la communication à distance. En 1832, Samuel Morse et Alfred Vail travaillent sur l'amélioration des premiers télégraphes électriques. Le génie de Morse est de concevoir une machine simple appelée pioche, pratique, bon marché, robuste et surtout efficace. En y ajoutant un code de transmission rapide, Samuel Morse se crée une réputation sans équivoque. Ce code est utilisé et validé en 1844. Il porte depuis son nom en système de télégraphie. En 1836, Michael Faraday découvre l'induction électromagnétique. Il est aussi à l'origine de la protection appelée cage de Faraday qui bloque les champs électromagnétiques. En 1888, Heinrich Hertz découvre les ondes électromagnétiques qui deviendront de ce fait le nom de l'unité de mesure que nous employons encore aujourd'hui. En 1890, Édouard Branly découvre le principe de la radioconduction. 20 ans plus tard, ce même Édouard Branly deviendra en quelque sorte le sauveur de la Tour Eiffel. Un quai de Seine portera son nom, le quai Édouard Branly. En 1895,
Alexandre Popov invente l'antenne filaire. Dans la même année, Guglielmo Marconi met à profit des découvertes de Hertz, Branly et Popov pour expérimenter et améliorer la télégraphie sans fil. En fin d'année 1901, Marconi réalise la première transmission radio transatlantique par télégraphe sans fil. Reginald Fessenden est, quant à lui, inventeur de la radiophonie. 5 ans après, soit en 1906, l'exploit de Marconi et de sa première transmission transatlantique, Fessenden fait passer par le procédé de Marconi la voix humaine à la place de signaux électriques transmis en code Morse. La modulation par amplitude de l'onde vient d'être produite. Les deux grandes guerres vont faire office de tremplin pour le perfectionnement en matière de radiocommunication. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le paquebot Titanic heurte un iceberg. Vers 0h15, le premier CQD, Concrete Distress, venait rapidement détresse, alterné par le message SOS, Save Ursul, Sauver Lausanne, est transmis par le télégraphiste de quart depuis le paquebot en perdition. La Grande Dame de Fer a également eu un premier rôle dans l'histoire de la radiocommunication et radiodiffusion, voué à son démantèlement après l'exposition universelle de 1889. C'est pour la préserver et la protéger que son concepteur, Gustave Eiffel, propose de mettre l'édifice à disposition de l'armée française qui, elle, est en plein développement de la transmission télégraphique sans fil. L'armée profite de l'occasion et bénéficie ainsi de la plus haute structure, ce qui lui sera très utile dans les années de guerre qui vont suivre. Ainsi, mise à disposition de l'armée française en 1903, la Tour Eiffel devient l'émetteur-récepteur télégraphie sans fil le plus haut du monde et va jouer par ce fait un rôle essentiel dans le conflit de la Grande Guerre. Le jeune ingénieur, lieutenant-colonel Gustave Ferrier, en sera responsable. Il va être pendant de longues années chargé du développement de ce système de transmission. Après de multiples améliorations de la TSF, il finira sa carrière militaire au grade de général. En septembre 1914, bataille de la Marne, c'est l'épisode des taxis. Par le biais des télégraphistes positionnés en première ligne du front, le poste radiotélégraphie de la Tour Eiffel apprend qu'un général allemand rencontre des problèmes d'intendance. L'information permet à l'état-major d'organiser une contre-attaque, bloquant ainsi l'avancée de l'envahisseur. Véhiculant quelques 6000 hommes embarqués à bord de 1200 taxis, réquisitionnés à l'occasion pour le transport rapide des troupes de réserve sur le front. 1921, Radio Tour Eiffel, radio d'État. Décembre 1921, le premier concert civil est diffusé depuis la Grande Dame de Fer. Radio Tour Eiffel vient de naître. En 1922, la première radio privée française, créée par la société SFR, Société Française Radioélectrique, prendra en 1924 le nom de Radio Paris, qui émettra jusqu'au 17 juin 1940. L'occupant allemand, ayant réquisitionné l'émetteur, va par ce fait en faire l'outil principal de sa propagande dès juillet 1940. La radio anglaise BBC contrera cette propagande en diffusant l'annonce générique « Radio Paris, non, Radio Paris, non, Radio Paris est allemand », suivie par la lecture d'un certain nombre de messages codés, transmis et destinés à la résistance française. En plus de 100 ans, plusieurs chercheurs réaliseront des découvertes notoires dans le monde de la communication par radio. Ce sont ces chercheurs, physiciens, inventeurs et quelques autres qui font partie des pionniers de l'histoire de la radiocommunication. Ils ont tous laissé la gravure de leur découverte dans le sillon de la radiocommunication. Commercialisé par Motorola en 1940, 50 000 unités de radio en version sac à dos sont sorties d'usine. Celles-ci vont être utilisées sur la période du débarquement en Normandie et notamment dans la bataille des Ardennes.
d'un poids avoisinant les 16 à 18 kg et d'une portée de plusieurs kilomètres suivant la topographie du terrain. La radio, devenue ainsi portative, améliore considérablement la communication entre hommes. Rapidement réduite au titre de portable en système talkie-walkie pour parler tout en marchant, elle améliore encore plus la rentabilité et la rapidité de l'information. Au terme du conflit 39-45, l'ingénieur Al Krause oriente le poste talkie-walkie ainsi démilitarisé vers l'utilisation civile. Il devient ainsi le précurseur de la radio citoyenne, la future Citizen Band. La fin du conflit étant, l'Union internationale des télécommunications s'organise. Elle convoque une assemblée pluridisciplinaire. C'est en 1947 aux USA, dans la ville d'Atlantic City, que va se dérouler cette assemblée. Pendant 5 mois, quelques 600 techniciens du monde de la radiocommunication, venus de plus de 75 pays, vont débattre et délibérer pour standardiser et harmoniser le spectre des fréquences. Naissance de la Citizen Band. L'Union internationale de télécommunications a attribué pour le service amateur plusieurs bandes de fréquences. Avec un réseau de communication en voie de développement, le gouvernement américain charge la Federal Communication Commission de créer et de gérer un service radio de bande citoyenne pour pallier le manque de réseau téléphonique dans les campagnes. Les services de médecine rurale s'équipent de matériel radio embarqué. La Citizen Band d'aujourd'hui se profile. Très vite, la Federal Communication Commission déplace le surplus de matériel radio militaire pour l'utiliser dans le milieu civil en y attribuant des licences de classe d'exploitation A, B et C, suivant la puissance des postes. Cet organisme cherche à mettre en place un service de radio citoyenne. Malheureusement, l'adaptation de ces postes reste pour l'ingénierie civile très coûteuse et trop coûteuse. La radio citoyenne expérimentale qui opère sur les fréquences de 470, 468 et 462 MHz est abandonnée. Une nouvelle licence d'exploitation est créée en utilisant la bande des 27 MHz. Al Bruce, l'inventeur du système radio talkie-walkie portable, crée en 1948 la Citizen Radio Corporation. Il met sur le marché quelques 100 000 postes qui seront principalement utilisés par les agriculteurs, les propriétaires de ranches et les gardes-côtes. Du fait de son passé de très haut technicien au service radio OSS, soit l'Office of Strategy Service, Bureau des services et stratégies, devenu de nos jours la CIA, il fait pression sur la Federal Communication Commission pour créer une nouvelle licence au service citoyen plus modeste. En 1949, la Federal Communication Commission met en place la licence classe D. En 1965-66, la Citizen Band traverse l'Atlantique et arrive en France. Non reconnus par le gouvernement, comme les radios d'ailleurs FM, les utilisateurs sont classés pirates des ondes. En 1973, la guerre du Kippour déclenche le choc pétrolier. Augmentation des prix du pétrole. Aux États-Unis, la limitation des vitesses est instaurée. Les truckers sont contraints de limiter leur vitesse, ce qui pénalise fortement leur rendement. Les camionneurs américains s'emparent de la radio citoyenne. C'est le début du jeu du chat et de la souris avec les contrôles routiers. En France, en 1981, le gouvernement de François Mitterrand, nouvellement élu, promulgue la libération des ondes. La CB connaît une forte expansion. En 1992, France Télécom lance la réseau téléphonique mobile. Les GSM prennent le dessus dans le monde de la radiocommunication. Dans les débuts des années 2000, la Citizen Band n'a plus la cote et se marginalise de plus en plus. Septembre 2018, la communication banalisée passe en mode numérique sur GSM avec certaines applications à télécharger. En quelques 190 ans, l'homme a raccourci les délais et rendu les distances de communication toujours plus lointaines. Mais son réel problème reste simplement de savoir bien communiquer. Eh bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout.
Si vous souhaitez y ajouter des commentaires ou éventuellement dans la possibilité de la partager et de mettre un petit like, je vous en remercie et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye à vous.